Bismillahirrahmanirrahim. Malgré le froid qu'il fait ici, nous avons trouvé quand même un accueil très chaleureux qui compense largement le reste. Donc, comme c'est indiqué dans le titre, on va évoquer assez succinctement quand même la prise en charge, c'est-à-dire le traitement en fait du cancer du sein une fois diagnostiqué. Vous convenez bien que la prise en charge du cancer du sein est un processus très complexe, donc on ne va pas rentrer trop dans les détails techniques. Par contre, ce qui est intéressant pour vous participiez à la prise en charge donc, de cette maladie, de partager le fardeau avec nous, et parce que beaucoup de malades d'ailleurs le cancer du sein viennent de cette région. On a peut-être un cancer sur 3, si je ne me trompe pas, viennent de cette région, qui sont drainés donc vers le CAC de Blida, et donc il serait important qu'on participe ensemble à cette prise en charge. Alors, la suite. Très bien. D'accord. Donc le cancer du sein a une prise en charge très importante et compliquée. Il s'agit en fait de deux maladies en une. Il s'agit, vous avez bien compris, donc d'une maladie locale qui est traitée essentiellement, qui se voit et qui est traitée donc par la chirurgie et la radiothérapie, mais surtout, et il s'agit surtout d'une maladie générale qui est le volet le plus important de la maladie, puisque c'est de l'extension générale de la maladie que dépend le pronostic, la survie des malades. Et d'ailleurs, c'est dans ce domaine-là, heureusement, que les progrès, comme on va le voir tout à l'heure, sur le plan médical, sur le plan thérapeutique, ont été les plus importants, ce qui a permis de réduire significativement la survie de la mortalité et donc d'augmenter significativement la survie des malades atteints de cancer du sein ces 20 dernières années. Donc j'ai repris cette planche donc, américaine qui reproduit un peu l'impact du cancer du sein pour vous dire qu'il représente un problème de santé publique comme le col, sinon plus parce que chez nous le cancer du sein est passé en première position du point de vue fréquence, incidence et épidémiologie par rapport au col, et qu'il y a une vingtaine d'années c'était l'inverse, c'était le col qui était en premier plan, qui dépassait largement le sein. Donc ça se passe partout dans le monde comme ça, dans tous les pays du monde, qu'ils soient développés ou non. Le cancer du sein est en première position en matière de cancer donc chez la femme. Et on voit là les statistiques américaines de l'année dernière, où on signale 182, près de 200 000 nouveaux cas donc, comme incidence, avec 40 000 décès par an. Ceci malgré donc, les progrès réalisés dans la prise en charge thérapeutique qu'on va voir tout à l'heure. En matière d'incidence, le cancer du sein est en première position avec 27% des cancers. Par contre, dans les décès, il ne vient qu'en deuxième position après le cancer du poumon, qui reste un cancer beaucoup plus redoutable, comme partout ailleurs. Un petit mot d'onco-paléo-oncologie, donc c'est juste pour vous rappeler que le cancer du sein est connu depuis l'Antiquité, depuis l'Égypte pharaonique, où quelques cas ont été rapportés, 8 ici sur cette planche. Vous savez qu'à cette époque-là, c'est-à-dire 3000 ans avant Jésus-Christ, on pratiquait déjà de la chirurgie qui était bien sûr rudimentaire, mais elle était là quand même. Et il a fallu attendre donc, le Moyen-Âge, la fin du Moyen-Âge, pour commencer à pratiquer une chirurgie, bien qu'elle se faisait déjà à cette époque-là à vif, c'est-à-dire parce qu'il n'y avait pas d'anesthésie, et on s'occupait surtout bien sûr de la maladie locale puisqu'on a utilisé divers remèdes naturels que j'ai évoqués ici succinctement. Le véritable tournant du point de vue prise en charge thérapeutique est survenu à la fin du 19e siècle, en 1896, où Bitson, qui est un chirurgien écossais, a utilisé une notion qui était nouvellement rapportée à l'époque, c'était l'hormonosensibilité d'un cancer. On sait bien que donc, le cancer du sein est un des rares cancers hormonosensibles avec la prostate chez l'homme. Et donc, il a utilisé cette possibilité en castrant une malade, une jeune femme qui était en stade métastatique, et avec une simple castration donc ovarienne bilatérale, donc une oophorectomie bilatérale, a permis la survie de cette malade pendant 4 ans à peu près. Donc c'était vraiment révolutionnaire. La période d'ailleurs coïncide avec l'introduction de l'anapathie, de l'anatomopathologie, qui a quand même permis aussi de grandes avancées dans la connaissance de la maladie. Et donc l'hormonodépendance qui a été en fait évoquée juste avant Bitson par Schinzinger, mais la postérité, bien sûr, a retenu que le nom de Bitson. La deuxième phase donc, a consisté dans les années 30 donc, à l'introduction donc, de la
Radiothérapie, puisqu'on commençait à développer la radiothérapie avec Pierre et Marie Curie notamment. Donc les premiers implants ont été réalisés par Keynes en 1937 et la chimio n'a été qu'introduite qu'aux années 50 avec donc la découverte après la Première et la Deuxième Guerre mondiale, donc surtout la Première Guerre mondiale avec l'utilisation donc des gaz moutardes qui ont été d'abord utilisés comme moyen de destruction. Et donc les premières chimiothérapies remontent aux années 50, elles sont restées en fait rudimentaires jusqu'aux années 80. Et enfin, à partir des années 2000, une grande avancée a été réalisée par la fabrication et donc la découverte de ce qu'on appelle la thérapie ciblée, c'est-à-dire les traitements biologiques après les découvertes moléculaires et biologiques de protéomique et de génomique qui ont été, donc avec l'étude des anomalies génétiques retrouvées et certaines protéines qui jouent un rôle comme facteur de prolifération tumorale sur lesquels on va agir donc par des drogues spécifiques qui sont en fait souvent des immunoglobulines, comme on va le voir tout à l'heure succinctement. Donc la première arme a consisté donc, en chirurgie. Donc la chirurgie est bien sûr un traitement loco-régional qui consiste à réséquer soit la tumeur, soit la totalité du sein associée à un curage axillaire. Elle permet donc soit de conserver, soit de restaurer la morphologie du sein. Et les deux, c'est ce qu'on appelle actuellement la chirurgie oncoplastique qui est importante. Elle a donc deux buts, soit curatrice, si on enlève complètement la tumeur, ou elle peut être palliative. On va voir que la chirurgie, même en phase métastatique, garde sa place. Alors la chirurgie conservatrice est intéressante, surtout quand les malades sont jeunes, et on a, nos malades sont beaucoup plus jeunes que celles des pays développés, alors que notre épidémiologie est une épidémiologie en matière d'incidence intermédiaire entre les pays développés où l'incidence est très élevée et le reste de l'Afrique et les pays moins avancés que nous, où l'incidence est plus faible que chez nous. Donc la notion, là je ne rentre pas dans les détails de l'épidémiologie, la notion de niveau de vie est importante. Plus le niveau de vie est élevé, plus on a de cancer du sein, ce qui est un peu l'inverse du col, comme on l'a vu tout à l'heure, à cause des conditions socio-économiques, etc. Donc cette chirurgie, si elle est conservatrice, bien sûr c'est le but recherché, d'où l'importance du diagnostic précoce. On ne parle pas encore de dépistage, dépistage c'est une autre affaire. Nous, ce qu'on veut, c'est au moins diagnostiquer les malades à une petite tumeur de 1 à 2 cm où on peut agir, où on va voir que les fréquences, quand même les survies, sont assez importantes dans ces cas-là. Donc ce qu'on vous demande surtout, c'est un diagnostic précoce. Le dépistage, on peut en parler, mais c'est une autre affaire. Donc la chirurgie conservatrice, c'est-à-dire peut consister en une quadrantectomie, comme l'a dit tout à l'heure Boudjilla, dans l'anatomie du sein, le sein est divisé en cadrans, 4 grands cadrans avec une zone centrale périaréolaire. Donc si le chirurgien peut enlever tout un cadran, s'il est sûr que, pour être sûr donc, de ne pas laisser de reliquat tumoral. Ça peut aussi se limiter à une simple tumorectomie en prenant des précautions pour laisser des berges saines. Donc ça, les indications sont d'ordre technique et sont laissées au choix des chirurgiens. Elle peut être aussi radicale. La première mastectomie, c'était Alsted qui l'avait décrite. C'est ce qu'on appelle la mastectomie type Alsted, donc qui a été mise en place donc, au milieu du 19e siècle. C'est une chirurgie assez mutilante puisqu'elle emporte le pectoral, etc. Elle a été abandonnée. Et maintenant, elle est remplacée par la mastectomie modifiée de type Paté depuis les années 50, qui réalise donc une mastectomie en laissant en place les muscles pectoraux. Donc elle est beaucoup moins mutilante et si le chirurgien a de l'expérience, donc ça peut être suffisant. Donc la pièce opératoire, bien sûr, c'est le chirurgien qui doit le faire, doit être orienté pour l'anatomopathologiste avec des fils en orientant les limites, etc. Elle est toujours systématiquement associée à un curage du creux axillaire, parce que le curage du creux axillaire, donc dans le cancer du sein, a un intérêt pronostique très important, et il nous guide d'ailleurs dans le choix des traitements adjuvants qu'on va faire après la mastectomie, parce que le chirurgien, parce qu'on sait que comme la maladie est générale et locale, le traitement local ne suffit pas pour guérir les malades. Donc on fait un curage qui comporte les 2 étages de Berg, et qui doit comporter au moins 10 ganglions pour qu'il soit fiable. Parce on voit des curages faits par des chirurgiens quand même assez expérimentés où on a 5 ou 6 ganglions, moins de 10. Donc, si on a des problèmes pour poser les indications des traitements adjuvants, et il faut quand même un certain nombre de ganglions prélevés pour avoir un curage fiable qui a un intérêt pronostique très important.
Comme je l'ai dit tout à l'heure, donc la chirurgie garde sa place aussi dans chez les femmes métastatiques. Donc, quand il y a une maladie métastatique, la chirurgie des métastases est importante. Elle peut même améliorer. Ça a été prouvé, par exemple, dans le cas de métastases hépatiques. Donc, si on a une femme métastatique avec le fait de réséquer, bien sûr, quand les métastases sont opérables, permet d'améliorer, d'allonger la survie de la malade. En plus, donc, de la chirurgie de propreté qu'on faisait avant sur un sein, même quand la maladie est métastatique. Donc ça améliore le confort quand on enlève un sein nécrosé, infiltré, infecté, hémorragique. Donc on améliore quand même le confort de survie de la malade, mais on améliore aussi sa survie. Mais c'est surtout la chirurgie des métastases, essentiellement les métastases hépatiques, qui est importante à soulever, comme ça a été fait dans d'autres cancers, comme le cancer du côlon par exemple, où cette chirurgie se fait actuellement avec beaucoup de succès. Alors la reconstruction est importante, surtout que chez nous, nos malades sont jeunes quand même. Donc elle se fait selon différentes modalités, bien sûr par des chirurgiens plasticiens expérimentés. Et actuellement, la tendance, c'est regrouper le deux, c'est regrouper le plasticien et le chirurgien oncologue en même temps, c'est-à-dire que ce soit le même qui ait les deux formations, et parce que dans une reconstruction et dans une chirurgie de conservation, il y a deux problèmes, deux paramètres dont on doit tenir compte. C'est le fait de faire une résection carcinologique, c'est-à-dire ne pas laisser de reliquat tumoral, donc d'avoir une berge saine, tout en faisant attention à ne pas trop mutiler le sein, pour garder un sein qui ait une certaine esthétique. Donc l'idéal, c'est de combiner les deux. D'où l'avènement de la chirurgie oncoplastique qui est de plus en plus en vogue actuellement. On ne sépare plus le carcinologique de l'esthétique. Et la chirurgie esthétique, la reconstruction doit être prise en charge, même par les caisses de sécurité sociale, parce ce n'est pas un luxe, ce n'est pas un confort. Jusqu'à maintenant, nous, on a négligé, mais on commence à y venir quand même. Et ça fait partie du traitement de la prise en charge du cancer du sein. Alors, un mot pour les complications post-opératoires, c'est important parce que les médecins de proximité, les médecins traitants peuvent nous aider pour la surveillance de ces malades-là et donc à ne pas être effrayés devant moindre petit problème. Alors, les complications opératoires, post-opératoires, les précoces, c'est le lymphocèle axillaire, c'est-à-dire c'est un dépôt de lymphe dans le creux axillaire, c'est l'infection locale, l'hématome et la nécrose des lombocutanées. Là, c'est le problème du chirurgien, c'est le chirurgien traitant qui doit les prendre en charge. Donc, je ne rentre pas dans les détails. Par contre, les complications tardives peuvent se voir même des années après. C'est le lymphœdème du bras qui est un problème assez récurrent qu'on voit, qu'on ne devrait plus voir et qu'il faut, d'où dans les consultations de surveillance, et surtout par le médecin de proximité, devrait être recherché systématiquement chez une femme qui a été opérée pour un cancer du sein, parce qu'on sait systématiquement qu'elle a eu un curage axillaire. Donc le lymphœdème du bras, il doit être d'abord prévenu. Il est prévenu par certains conseils. Nous, on a fait des brochures qu'on donne aux malades systématiquement pour les prévenir, des précautions à prendre. Le bras qui a été opéré ne doit pas subir de traumatisme, ne doit pas être brûlé, ne doit pas être piqué. On ne doit pas faire de prélèvement sanguin au niveau de ce bras. On ne doit pas aussi prendre sa tension artérielle au niveau du bras qui a subi le curage axillaire. Et la malade ne doit pas aussi porter de charge trop lourde. Par contre, elle peut mettre une bague ou un bracelet, parce qu'il y a des malades qui se sont interdits tout, à condition que ce ne soit pas trop serré. Tout ce qui comprime le bras ou traumatise le bras doit être proscrit. Sinon, la malade peut vivre normalement. Et au moindre lymphœdème, on adresse la malade au kinésithérapeute. Il faut savoir que le traitement standard jusqu'à maintenant reste le tamoxifène. Donc vous allez voir beaucoup de femmes sous tamoxifène. Le tamoxifène doit être pris pendant 5 ans. Et on va voir un petit peu les modalités de surveillance parce que c'est important et ça nous aide. On a souvent besoin du gynécologue surtout pour gérer la toxicité, surtout endométriale du tamoxifène. On peut l'utiliser seul, c'est le standard actuel, soit associé à une castration. Avant, on faisait la castration radique, les radiothérapeutes castraient les 2 ovaires, on était tranquille. Mais maintenant, avec les analogues de la LHRH, qui ont l'avantage d'entraîner une castration réversible par rapport à la castration radique qui est irréversible, ce qui n'est pas parfois souhaitable, surtout si on a affaire à une femme jeune ou avec un désir de grossesse qui peut être tardif et qu'on peut autoriser dans certains cas. Chez la femme ménopausée, c'est les inhibiteurs de l'aromatase.
qui sont actuellement le standard. La durée du traitement, c'est toujours 5 ans, en attendant autre chose. Il y a tendance maintenant à aller au-delà de 5 ans, mais ça, c'est une autre discussion. Donc, l'inhibiteur de l'aromatase est soit utilisé d'emblée pendant 5 ans, soit en switch, ce qu'on appelle le switch, c'est-à-dire en traitement séquentiel, en commençant par tamoxifène 2-3 ans et switcher ensuite vers un inhibiteur de l'aromatase. On sait qu'on gagne toujours en mettant un inhibiteur de l'aromatase. Les inhibiteurs de l'aromatase, il y en a 3 actuellement sur le marché. Il y a le létrozole, l'anastrozole et l'exemestane. Vous pouvez peut-être les rencontrer chez vos malades, surtout pour les gynécologues. Hein, donc normalement, et eux, puisqu'ils n'ont pas d'effet agoniste-like, d'œstrogène-like comme le tamoxifène, ne vont pas avoir d'effet délétère sur l'endomètre. Par contre, ils vont avoir un effet délétère sur le squelette, donc la déminéralisation, l'ostéoporose, là, c'est qu'il faut gérer aussi en parallèle. Donc on a du vent. En palliatif aussi, l'hormonothérapie garde sa place, toujours avec les mêmes modalités. Donc chez la femme non ménopausée, c'est le tamoxifène ou la castration. Maintenant, on a une autre SERM, c'est-à-dire un autre anti-œstrogène, qui lui est dénué d'effet œstrogène-like. C'est le fulvestrant, c'est le Faslodex, qui va avoir, je crois, l'AMM chez nous. Il est rentré, mais on n'a pas encore l'AMM. On peut l'utiliser sous ATU, c'est-à-dire sous autorisation temporaire d'utilisation, mais on ne peut pas le donner systématiquement. Donc, il n'est pas encore disponible complètement. Et chez la femme ménopausée, c'est toujours donc, les inhibiteurs de l'aromatase qui gardent une place importante. Les traitements de support sont importants, puisqu'il y a non seulement chez la maladie métastatique, mais même chez les malades qui ont terminé leur traitement. Donc, on traite, ça a un intérêt du point de vue confort. Donc, les traitements symptomatiques consistent, comme on l'a vu tout à l'heure, comme les antiémétiques, le cétron et on a l'aprepitant aussi, les laxatifs, les antidiarrhéiques, etc. Donc, on peut traiter l'anémie par un traitement martial, les infections, la thrombopénie, la douleur et les atteintes osseuses. On a actuellement les diphosphonates qui sont utilisés. Sans oublier le soutien psychologique qui est important dans la prise en charge d'un cancer du sein comme le reste des cancers. Donc le soutien psychologique est important. Il faut avoir, dans les services d'onco, on a en principe des oncopsychologues qui prennent en charge les malades. Mais même en dehors du service, les malades doivent continuer à avoir un soutien psychologique, ont souvent besoin d'un soutien psychologique, donc c'est important. La surveillance est importante parce que les médecins de proximité peuvent nous aider aussi dans la surveillance, parce qu'une fois la malade traitée, terminer toute sa séquence de traitement qui est longue, qui peut arriver à 18 mois, voire 2 ans, si on inclut l'herceptine avec, qui elle seule dure 1 année. Donc la malade continue pour autant à être surveillée. Elle doit être surveillée selon un calendrier. Et là, les sages-femmes ou les gynécologues, et même les médecins généralistes de proximité peuvent nous aider beaucoup. Et c'est à leur portée, cette surveillance, d'autant plus qu'on a des malades qui viennent de très loin. Alors, donc, les buts de la surveillance, c'est détecter une récidive, qu'elle soit locale ou générale, et surveiller d'éventuelles complications liées au traitement, parce que les nouveaux traitements ont des complications. Les moyens qu'on a pour surveiller les malades après traitement, l'examen clinique est très important, il est indispensable et donc il est inévitable et obligatoire, même si on n'a pas le reste, mais on ne dispose pas de marqueurs tumoraux, etc. Donc l'examen clinique, toutes les malades doivent y passer. L'imagerie, on a le téléthorax pour voir les poumons, l'écho-abdominal surtout pour le foie. Les autres examens sont demandés à la demande. Et la biologie, on demande ce qu'on appelle des marqueurs tumoraux qui sont spécifiques au sein, qui sont le CA15-3 et le CA27-29. Mais il faut savoir les demander et ne pas les demander à tout le monde parce qu'ils peuvent avoir un effet anxiogène chez certaines malades qui guettent le moindre chiffre, la moindre variation du chiffre. Parfois, on peut s'en passer à condition de faire un bon examen clinique à la place. L'ostéodensitométrie, comme j'ai dit tout à l'heure, si la malade est sous anti-aromatase, donc une ostéodensitométrie de départ peut éventuellement détecter, dépister, surtout parce que c'est des femmes ménopausées, sujettes à des ostéoporoses, donc détecter assez tôt une ostéoporose qui n'est pas une contre-indication à l'anti-aromatase, mais qui permet de rajouter un traitement de l'ostéoporose associé à l'anti-aromatase. Le rythme, on fait une surveillance tous les 3 mois pendant les 2 premières années, ensuite tous les 6 mois jusqu'à 5 ans, ensuite 1 fois par an. Et là, il faut souligner bien sûr le rôle du médecin de famille qui est très important. La notion de médecin de famille n'existe pas énormément chez nous, mais au moins le médecin de proximité, le médecin traitant qui voit la malade, qui peut aisément surveiller les malades avec nous. Conclusion, donc l'ère du traitement, comme j'ai dit tout à l'heure, du cancer du sein à tout va, c'est-à-dire on traite tout le monde de la même manière, est révolue.
La connaissance des bases moléculaires de ce cancer a permis une approche thérapeutique sélective, puisqu'on fait des traitements de plus en plus ciblés. On sait que toutes les tumeurs du sein, tous les cancers du sein ne se ressemblent pas. Même à stade TNM équivalent, il y a d'autres critères, surtout maintenant, de plus en plus protéiniques et génomiques, qui sont très importants à prendre en charge. Et l'identification donc de biomarqueurs permet de mieux sélectionner les patientes pour les divers traitements. C'est ce qu'on essaye de faire. Et le défi actuel est d'individualiser le traitement à chaque patient. Et à chaque tumeur, c'est le fameux traitement à la carte. Je termine par cette petite planche qui montre un tableau de Rembrandt du XVIIe siècle, qui montre comment on étudiait la médecine, comment on étudiait l'anatomie. Donc on était au stade anatomique des organes. Actuellement, si Rembrandt referait le même tableau, il ne représenterait plus un cadavre à disséquer, mais une planche, une puce à ADN. Et donc la tumeur n'est plus... elle est assez bien connue sur le plan anatomopathologique. Par contre, sur le plan génomique et protéomique, tout reste à découvrir. Et voilà, donc je vous remercie pour votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop long.